Votre attention s'il vous plaît. Cette vidéo a été tournée dans des conditions inhabituelles lors du confinement. La direction vous demande donc de bien vouloir excuser la légère baisse des qualités visuelles et sonores de la vidéo. Merci de votre compréhension. Les amis, bon, moi j'en ai marre, les jeux indés, j'en ai ma claque, par-dessus la casquette, la margoulette, je veux faire du Warhammer 40 000. De toute façon, les jeux indés à la con avec 12 personnes qui jouent dans le monde entier, j'ai jamais voulu en faire, c'est toujours Bentech qui veut les faire. Moi je veux parler de Warhammer 40 000. Ça, voilà, ça c'est un vrai jeu, ça c'est bien, ça c'est de la qualité, ça oui, ça on aime, ça c'est bien, ça c'est super. Voilà, moi je vous le dis, moi ça c'est... Ah putain, et évidemment il est encore planté. Ah! Oh putain! Oh putain la vache! J'ai fait un genre de cauchemar là. J'ai cru qu'on allait jouer à du Games Workshop, dis donc. Oh, c'est rien. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les équidnés, hein. Tous les petits hérissons, nous on les aime, vous êtes nos gars sûrs, donc bienvenue à vous sur Ta Gueule on joue. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois en confinement, et non, on ne va pas parler de Warhammer 40 000, en tout cas pas tout de suite. Oui, ça va venir éventuellement un jour, à un moment, mais ça n'est pas encore le moment maintenant tout de suite, hein, comme on est en confinement. C'est le moment des jeux indés qui se jouent en solo avec effectivement 12 joueurs en tout et pour tout dans l'ensemble de la globalité de la population mondiale. Et aujourd'hui, le jeu en question, c'est Zona Alpha. Alors de quoi est-ce qu'il en retourne? Zona Alpha, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu d'escarmouche, évidemment, de chez Osprey, hein, donc les fameux bouquins bleus de 60 pages et quelques. Ça ne vous reviendra donc pas bien cher, et évidemment il est disponible chez Philibert, le lien est dans la description, vous le savez très bien, vous l'avez dit en chœur avec moi, merci beaucoup. Alors, rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que Zona Alpha? Alors Zona Alpha, c'est un jeu post-apocalyptique, mais on va dire avec une visée réaliste, entre guillemets, hein, dans le sens où c'est pas Mad Max, hein, voilà. C'est pas des trucs avec des mecs avec des guitares lance-flammes et puis des camions de la mort qui tue, non, non. On est plus dans des inspirations, par exemple The Road, ou voilà, ce genre de choses-là, où clairement, on va pas sauver le monde, clairement, hein, on va plus se contenter, voilà, on se contente de trouver à bouffer, de gérer, bah voilà, tiens, j'ai trouvé un paquet de cigarettes, ah bah tiens, un truc sympa par là. Donc c'est plus ce genre de choses-là, hein, voilà, du quotidien, de ce qui pourrait se passer si le confinement perdure, quelque part. Bref, alors l'histoire, en 2 mots, en gros, des extraterrestres, ou un truc, mais probablement des extraterrestres, sont venus sur Terre, ont foutu le sbeul, hein, voilà, donc ils sont venus, ils se sont posés, ils avaient, je sais pas, ils étaient en voyage, tu vois, la route des vacances, machin, Jérémy à l'arrière a envie de faire pipi, ça fait 3 jours, mais papa, quand est-ce qu'on arrive? Ils décident de se garer, ils font une pause, voilà, tu vois, papa il fume une clope, bref, ils font une petite pause déjeuner, hein, ils mangent un sandwich triangle, ils fument une clope, machin, mais c'est pas un sandwich triangle normal, c'est pas des cigarettes normales, c'est des cigarettes d'extraterrestres, hein, et les cigarettes d'extraterrestres, eh ben peut-être que nous, ça nous intéresse. Et donc en fait, ils sont repartis, mais ils ont pas nettoyé derrière eux. Parce que bah, c'est des gros crados, hein, principalement. On avait mis des grosses poubelles, des poubelles avec marqué extraterrestre, jetez vos déchets ici, mais ils ont tout foutu à côté comme des grosses merdes. Du coup, c'est à nous de nettoyer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on envoie des gens. Des gens vont dans la zone, ce qu'on appelle la zone d'exclusion, pour chercher des trésors, du loot qu'on va pouvoir revendre par la suite, et puis voilà, se faire un max de blé. C'est situé dans une Europe de l'Est post-communiste, hein, voilà, disons cette ambiance-là, un petit peu kolkhoz, hein, voilà, un petit peu sympa. Techniquement pas le désert tel qu'on l'entend à proprement parler, mais bon, aujourd'hui, j'avais que un tapis désertique avec des bâtiments industriels, donc j'ai mis ça sur la table, mais vous pouvez tout à fait faire votre propre petit scénario avec une ville un petit peu dévastée, ou des pavillons de banlieue, voilà, des trucs comme ça. Ça peut bien coller, en fait. Faut penser plus The Walking Dead que Mad Max, en effet, voilà. Bon, et tu vas me dire,
C'est bien beau, là je prends mes 3 potes, on va chercher des trucs dans des maisons abandonnées, enfin je faisais ça quand j'avais 13 ans et je me faisais lancer des cailloux par les propriétaires. Je vois pas où est l'intérêt en fait, pourquoi je ferais un jeu avec ça. Oui c'est vrai. Mais peut-être parce que j'ai oublié de préciser la présence des zombies. Voilà. Donc en fait, dans la zone d'exclusion, il y a des trésors. Oui, mais il y a aussi des trucs pas très jojo. C'est-à-dire qu'on va trouver des trésors, mais il y a des animaux qui vivent, il y a des gens qui vivent encore là. Et puis il n'y a pas trop de contrôle social. Hein. Voilà, le contrat social, l'ordre social, c'est un petit peu estompé dans la zone. Et du coup, on risque de faire de mauvaises rencontres. Hein, voilà, donc des gens peut-être pas très sympathiques, des gens qui veulent te manger, des animaux mutants, enfin, tout un tas de choses qui sont peut-être pas forcément des individus ou des créatures qu'on aimerait côtoyer au jour le jour. Voilà, laissons-le à ça. Alors pourquoi je parle de ce jeu aujourd'hui alors qu'on est en confinement? Eh bien c'est parce qu'on peut jouer en solo, évidemment. Alors il y a plein d'autres jeux solo, hein, ça c'est clair, mais celui-là il m'intéressait parce qu'il sort un peu de l'ordinaire, évidemment. Alors pour jouer, il vous faudra le bouquin, évidemment, une réglette en pouces, ainsi que des D10 et des D6 et une magnifique pistolette à que l'on joue. Les D6 et la pistolette sont disponibles sur notre boutique Utip. Voilà, je dis ça, voilà, petit indice. Le bouquin est en anglais, et là je dois avouer quand même qu'il vous tient pas forcément la main, il vous initie pas forcément super bien aux mécaniques de jeu, sachant qu'en fait c'est un jeu assez bac à sable, où le contexte, d'une part, est laissé assez vague, mais également il y a beaucoup de liberté en termes d'adaptation des scénarios, des ennemis, etc. Ce qui fait que, il n'est peut-être pas à conseiller à tous les débutants, parce que ça peut en rebuter certains, je pense. Mais, une fois qu'on a compris comment ça marche, et qu'on a un peu d'imagination, on peut tout à fait faire tourner le bousin assez facilement, et il y a moyen de passer des bons moments. Alors, comment ça va marcher? On va commencer par recruter sa bande. Alors, une bande, c'est 4, 5, 6 individus, hein, pas beaucoup plus. Les individus, en fait, ils sont de 3 types. Il y a les bleus, hein, les bleusailles, les mecs aguerris et les vétérans. Alors, il n'y a que 3 niveaux, donc c'est assez simple. Vous avez généralement 12 points pour recruter votre bande, et les vétérans vont coûter 3 points, les mecs aguerris 2 points, et les rookies 1 point. Ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, le vétéran est beaucoup plus fort que le rookie, et surtout, il a beaucoup plus d'action. C'est ça qui est important, c'est un peu le nerf de la guerre. Les profils sont laissés volontairement très simples. Chaque individu a 1 point de vie en général, sauf le chef qui va en avoir 2, mais c'est tout. Les ennemis que vous allez rencontrer vont aussi n'avoir qu'un seul point de vie pour la plupart. Ensuite, vous avez 4 caractéristiques. La caractéristique de mouvement, qui vous permet de vous déplacer. Bah oui, tu le sais, mais tu le sais parce que ça fait à chaque fois, je le dis, à chaque fois qu'on présente un jeu, je le dis, la caractéristique de mouvement, c'est pour bouger. Si ça servait à faire des crêpes, on le saurait. Bref, donc on bouge avec la caractéristique de mouvement, c'est en pouces. Donc à chaque fois que je fais une action, mon combattant Johnny, il a mouvement 6, donc je le déplace de 6 pouces si je veux faire une action de mouvement. Ensuite, il y a la capacité de combat. La capacité de combat, ça sert à se battre. Pour réussir un jet de combat, il faut faire inférieur ou égal à sa caractéristique sur un des 10. Donc là, mon Johnny, il a 5 en combat, donc ça veut dire que je lance un dé à 10, 1 à 5 c'est réussi, 6 à 10, voilà, terminé. Ensuite, on a l'armure. L'armure, c'est ce qui sert à se protéger. Et oui, c'est logique, on reste dans la même continuité, hein, de toute façon. Donc, c'est comme pour le combat, c'est-à-dire que quand je me fais tirer dessus et que je me fais toucher, je fais un jet d'armure. Si c'est inférieur ou égal, je n'ai rien, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas mal. Si c'est au-dessus, je perds un point de vie, comme généralement j'en ai qu'un, je suis hors de combat. Et enfin, la dernière caractéristique, la volonté, qui permet de faire tout un tas de trucs importants, comme ne pas avoir peur des zombies, ne pas rester comme un con allongé par terre parce que quelqu'un nous tire dessus, ce genre de choses-là. Ensuite, on va avoir des compétences. Les vétérans en ont 2, les combattants aguerris n'en ont qu'une, et les rookies n'en ont 0 parce qu'ils sont nuls. Voilà. Ensuite, on a de l'équipement. Ça, c'est pareil. Il y a une valeur à l'équipement qui sert à acheter de l'équipement une fois qu'on a trouvé des trésors, etc. Mais à la création de sa bande, on a juste un nombre, disons, défini d'équipements de base qu'on peut avoir. Donc pour un vétéran, c'est 3, pour un mec aguerri, c'est 2. Et du coup, comme ça, il n'y a pas besoin de s'emmerder à compter. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas à compter. Ensuite, on a l'armement des combattants. Donc là, c'est pareil, il y a des caractéristiques. Le nom de l'arme, la portée. Hein, donc un shotgun, c'est jusqu'à 12 pas.
Un fusil, c'est jusqu'à 48 pas, enfin voilà, il y a différents types d'armes. Les armes ont également une cadence de tir, un firepower, c'est le nombre de dés qu'on va pouvoir lancer par action, tout simplement. C'est-à-dire que si je tire avec une mitrailleuse, eh bien j'aurai plus de dés que si je tire avec un petit fusil, une petite carabine. Logique. Et enfin, on a la caractéristique de dommage, donc les dégâts que l'arme va infliger, et ça c'est tout simplement un malus au jet d'armure de l'adversaire quand il se fait toucher. Bah voilà, par exemple, si Taya, là, qui a un magnum, elle tire sur quelqu'un, elle va pouvoir lancer un dé par action, et si je touche ma cible, mon adversaire va devoir faire un jet d'armure à -1 parce qu'elle a dommage 1. En plus de ça, il y a un peu de grenades, des trucs comme ça qu'on peut balancer à droite à gauche. C'est sympa, c'est rigolo, parce qu'évidemment, on va pas rentrer dans la zone d'exclusion à poil. Ça ne marche pas. Il est recommandé par le bouquin, donc ça j'invente pas, hein, c'est pas moi qui décide, il est recommandé par le bouquin de faire votre bande à partir des figurines que vous voulez utiliser. Moi, ma bande, elle est composée de 4 personnes, il y a ces individus-là, bah, du coup, j'ai juste pris les figurines, et puis après, j'aurais donné l'équipement qui correspondait, hein, donc bah, voilà, Johnny, il a un shotgun, Gail, elle a une carabine et une machette, Taya, bah, elle a un petit pistolet, parce que bah, la figurine, elle n'a qu'un petit pistolet, et TJ, eh ben, elle a une arbalète. Pour le RP, c'est plus marrant de partir dans ce sens-là, plutôt que l'inverse, parce que le but du jeu, c'est pas de faire un truc opti. Il n'y a rien, on va pas gagner, il n'y a pas de stratégie, vraiment, le but, c'est de raconter une histoire. Vous savez bien que moi, les histoires, ça me plaît, c'est pour ça que j'étais un petit peu emballé par ce jeu. Avant d'aller plus loin, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Un petit commentaire aussi pour me dire, bah, je sais pas, ce que vous voulez. Dites-moi un petit poème, voilà, 2-3 lignes, ça rime, moi je serais content. Et évidemment, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip, ou qui achètent nos produits, hein, que ce soit dans notre boutique Utip, ou chez nos partenaires, hein, par exemple MyCinery qui fait nos réglettes, qui fait nos objectifs et nos gabarits Gaslands par exemple. Et donc vous tous, qui donnez pas, qui achetez pas, vous participez à la vie de la chaîne, vous nous permettez de continuer à faire des vidéos, malgré les circonstances, hein, j'ai envie de dire. Donc merci beaucoup, j'espère que la vidéo vous plaît, donc continuons maintenant avec les règles en elles-mêmes. Alors les règles, comment ça fonctionne? Alors c'est assez simple, sur la table, on va avoir des points stratégiques, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des hotspots, et puis un objectif, ou 2 ou 3, enfin ça c'est selon votre RP. En fait, vous avez un niveau de menace de la table, c'est-à-dire que vous pouvez choisir un niveau de menace 1, niveau de menace 2, niveau de menace 3, en fonction de la région de la zone d'exclusion dans laquelle vous vous trouvez, selon votre RP. C'est-à-dire que si vous êtes juste en bordure de la zone d'exclusion, vous venez de rentrer dedans, bah, ce sera une table de menace 1. Mais si ça fait plusieurs semaines que vous pataugez dans la boue et que vous affrontez des zombies, des mutants et des machins parce que vous cherchez un truc qui se trouve au centre de la zone d'exclusion, au cœur de la zone d'exclusion, eh bien vous allez avoir un niveau de menace 3, mais évidemment, plus le niveau de menace est élevé, plus les trésors sont intéressants. Et oui! Alors, quand je parle de trésors, je parle de loot, hein, tout simplement, des trucs que vous allez pouvoir revendre, mais je parle également de technologie extraterrestre qui vous donne des petits bonus, hein, qui sont évidemment que vous pouvez revendre aussi, mais il y a des trucs rigolos. Au niveau du déploiement, ben là c'est comme vous le sentez en fait, ça dépend de votre RP et de la partie de l'histoire que vous racontez avec votre partie. C'est-à-dire que si vous explorez une zone que vous ne connaissez pas, eh bien c'est logique de se déployer dans un coin de la table ou sur un bord de la table. Par contre, si vous êtes encerclé par une horde de zombies, eh ben vous allez vous mettre au milieu. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de rubrique déploiement dans les règles, c'est parce que ça dépend vraiment du RP, de ce que vous voulez raconter. On le disait tout à l'heure, sur la table, il y a des hotspots, des points d'intérêt, des objectifs. On va dire qu'il s'agit par exemple de ceci, hein, voilà, ça, et puis l'espèce de petit terminal là, qui contrôle le réacteur. Celui-là là-bas aussi, c'en est un, voilà, ça peut être sympa, ça. Et puis l'antenne qui est là, et admettons l'antenne qui est ici aussi. Voilà, quand je vais m'approcher de ces objectifs, de ces hotspots, si j'arrive à 3 pas ou moins à n'importe quel moment de mon mouvement, eh bien je vais les déclencher, hein, et donc on va lancer un dé sur le tableau, c'est un genre de tableau de rencontre aléatoire, et ça va déterminer ce qui sort, enfin ce qui était caché autour du hotspot. Alors ça peut être des chiens mutants, ça peut être des zombies, ça peut être un mutant géant, que sais-je. Et une fois que vous aurez éliminé tous les ennemis qui sont sortis, tous les PNJ qui sont sortis de là, eh bien vous pourrez avoir accès
au loot qu'il y a à l'intérieur. Mais pas avant, hein. Ça veut dire que on peut pas juste coincer le gros mutant derrière un truc et se casser avec le loot. Non, ça ne marche pas, il faut tuer le mutant qui défend le loot, et ensuite on peut le récupérer. Alors, petite mise en situation, donc il y a Johnny et Taya qui sont là, et en face d'eux, là, il y a deux espèces de mecs paramilitaires, là, voilà, des roublards de l'extrême, espèces de légionnaires, qui sont venus parce que eux aussi, ils sont intéressés par le loot. Alors donc ça, c'est, imaginons qu'on soit en 1v1, évidemment, vous pouvez jouer en 1v le livre, enfin 1v la table, ou en 1v12, ou enfin ce que vous voulez, quoi. C'est selon le RP que vous mettez en place. Mais comme là, vous êtes confiné, vous allez probablement jouer contre la table. Et donc là, je vais juste vous montrer les règles pour gérer un adversaire, mais il n'y a rien de très compliqué, c'est très facile en fait tout simplement de passer après sur une partie solo. Donc admettons que mes petits gars là, ils aient envie de récupérer le trésor, mais que y a ces deux zigotos là qui les embêtent. Alors comment ça va se passer? Je vais activer une figurine, ensuite mon adversaire va activer une figurine, etc. etc. Et si jamais il y a des PNJ qui apparaissent sur la table, eh bien, ils s'activeront en dernier. Alors, quand je dis en dernier, en fait, ça veut dire en dernier dans l'ordre d'activation. C'est-à-dire que ça va faire joueur 1, joueur 2, unité de PNJ. Joueur 1, joueur 2, autre unité de PNJ. Et pas comme ce que je vais dire plus tard dans la vidéo, à la fin du tour entier. Hein, donc c'est juste, je me suis un peu planté, il faut dire que le bouquin est pas super clair à ce niveau-là. On a Johnny et Taya qui sont là. Hein, ils sont ici, voilà. Ils sont beaux. J'espère que la GoPro fait pas des images trop dégueu. Hein, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, le problème c'est qu'il y a ces deux zouaves ici, hein, voilà. Ils veulent les empêcher de récupérer ce qu'il y a comme information, j'imagine, hein, dans le terminal de stockage du réacteur nucléaire de la mort qui tue, hein, je ne sais pas. Donc admettons que je vais commencer par Johnny. Alors Johnny, c'est un vétéran, donc il a 3 actions. Alors sa première action, ça va être de se déplacer, par exemple. Donc il va se déplacer, et il va venir, admettons, il va s'approcher de se mettre à couvert. Alors comment on se déplace à zone alpha, c'est un peu particulier, parce que en fait on se déplace de l'avant du socle à l'arrière du socle. Donc là imaginons que Taya veuille se déplacer, elle a mouvement 7, donc c'est très simple, hop, je prends la figurine et je la mets, non pas ici, comme n'importe quel jeu standard, mais là. Voilà, donc ça a sa petite importance, c'est juste un petit coup à prendre. C'est vrai que moi c'est pas un choix de game design que j'aurais fait, mais c'est ainsi. Donc, Johnny, il a 6 de mouvement, donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance, il fait juste 2 pas, hop là, il vient se mettre à couvert, voilà. Bon, c'est sa première action. Alors le truc, c'est qu'on voit ici, il est arrivé à 3 pas ou moins de la tour de contrôle, là, de l'espèce d'ordinateur Windows, là. Et donc, comme on a dit que ça c'était un hotspot, ça va faire popper des ennemis. Alors, comment on va savoir de quoi il s'agit? Hop, je lance un petit D6. 5. Je consulte le tableau des ennemis. Admettons qu'on soit en zone de menace 1. Et bien là, les ennemis, ce sera 4 ghouls radioactifs. Alors, ils vont apparaître à 1 des 10 pas dans une direction aléatoire autour du point qu'ils défendaient. Donc là, je vais lancer mon D10. Là, 9 pas. La direction est indiquée par le bout, la pointe du dé. Hein. Donc tout simplement... Hop, ils arrivent à peu près par ici. Voilà, donc ils sont en tas, là. Ils étaient cachés derrière un caillou, on les a pas vus. Donc ça, c'est un peu problématique, parce que, moi, j'avais envie, en fait, d'aller chercher le trésor, mais là, il va falloir que je me farcisse les zombies avant. Ceci dit, les militaires vont devoir taper les zombies avant aussi, s'ils veulent récupérer le trésor. Donc là, Bobby, il a fait une action. Non, pas Bobby d'ailleurs, il s'appelle Johnny. Bref, il a fait une action, il lui reste 2 actions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en alerte. Hein, voilà, donc c'est un mécanisme qui coûte 2 actions, mais qui me permet de dépenser une action hors de mon tour. Donc ça c'est plutôt pratique, parce que ça permet de réagir aux événements. Ensuite, ça va être aux joueurs militaires de s'activer. Donc admettons que lui, il est juste des guerriers endurcis. Donc il va prendre par exemple le plus loin, et il va le déplacer, parce qu'il a 6 pas de mouvement. Donc en fait, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va venir se mettre ici derrière, voilà, comme ça, et lui il est à couvert de moi et des zombies, donc ça c'est plutôt pratique, ça les emmerdera s'ils veulent venir le bouffer. Ça c'est sa première action. Deuxième action, il va vouloir tirer, admettons, mais tirer sur qui? Là il y a Taya qui est à découvert, donc il va pouvoir tirer sur Taya, admettons. On va dire que notre ami, le soldat qu'on va appeler Igor, il a un fusil d'assaut, donc à portée 36 pas, donc là pas de problème.
puissance de feu 3 et 1 dégât. C'est parti, il va lancer 3 dés et il va essayer de faire 5 ou moins parce que c'est sa capacité de combat. Alors, il y a un 10, un 7, un 9. C'est dommage, il a rien réussi. Bon tant pis pour lui. Donc voilà, sa deuxième action est finie. Donc maintenant, ça va être à moi. Donc là, normalement, ça aurait été au ghoul de jouer. Ou alors, j'aurais pu interrompre avec Johnny, qui était en alerte, mais j'ai oublié qu'il était en alerte, et du coup, j'ai oublié ses actions qui restaient. Donc, voilà. Et donc là, Taya, elle a pas envie d'être à découvert, donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aussi se planquer. Donc elle va faire un petit mouvement, elle va faire le tour, admettons. Je vais être ici, hop, là derrière. Et, eh bien, elle va tirer avec son pistolet. Donc elle a un pistolet, un magnum, qui a 1 de puissance de feu, donc c'est parti, elle tire. C'est raté aussi. Donc ma deuxième action pour Taya est terminée, maintenant ça va être au pote de Igor qu'on va appeler Vladimir. Vladimir, ce qu'il va faire, c'est que lui, en fait, il a 2 actions, il va prendre une action pour viser et une action pour tirer, et il va tirer sur les zombies qui sont là-bas. Mais là, comme il vise, il aura +1 à ses jets de dés pour tirer sur les zombies, pour les toucher. Mais du coup, là, il faut qu'il fasse que du 6 ou moins. Alors, il y a un 7, un 3 et un 1. Donc le 3 et le 1, c'est touché. Maintenant, il faut que les ghouls, parce que ce ne sont pas des zombies, ce sont des ghouls, j'ai oublié. Donc on voit ici que les ghouls, elles ont une armure de 4. Donc là, il faudrait qu'elles fassent du 4 ou moins pour ne pas mourir. Sauf que la caractéristique de dommage du fusil d'assaut de Vladimir est de 1. Du coup, ça baisse leur armure à 3, et donc sur du 3 ou moins, elles viennent survivre. Enfin, un 7 et un 8, donc là, ça fait 2 morts. Voilà, on va enlever ceux-là, ça c'est très bien. Et maintenant, ça va être aux ghouls de jouer. Alors si on est sur une zone de menace 1, elles n'ont qu'une action. Si on est sur une zone de menace 2, elles ont 2 actions, et 3 sur une zone de menace 3. Ce qui fait que là, sur une zone de menace 1, elles sont pas très dangereuses. Mais ça peut très vite devenir plus dangereux parce que une ghoul qui se déplace de 6 et qui fait du coup 18 pas en un tour parce qu'elle a 3 actions, et ça peut piquer. Alors là, du coup, tout simplement, elles vont aller voir l'individu le plus proche qu'elles peuvent voir. Donc là, le plus proche, ici, ça va être Igor. Les ghouls, elles ont 7 pas de mouvement en fait, donc c'est même pas 18, ce serait 21 sur une table, une grande table. Du coup, 7 pas de mouvement, en fait, ça suffit pour que la première arrive au contact d'Igor. Donc là, Igor, il fait moins le malin. Et la deuxième, elle arrivera aussi au contact de Vladimir. Donc ça, elles ont qu'une action, donc elles ne peuvent pas attaquer tout de suite. Par contre, les 2 individus là, ils sont bloqués au corps à corps. Hein, donc ça, c'est quand même ballot pour eux. Alors, c'est à moi. Moi, je vais réactiver Johnny, parce que Johnny, il a un gros fusil à pompe, et puis il va tirer dans le tas, de ce combat-là, par exemple. Donc là, je suis pas sûr de qui est-ce que je vais toucher, mais bon, est-ce que c'est vraiment très grave? Le fusil à pompe de Johnny a une cadence de tir de 3, ce qui fait que là, je vais pouvoir lancer 3 dés avec ma première action, et je vais tirer dans le combat qui est ici. Donc, ma capacité de combat est de 5. Bon, j'ai 2 touches. Là, il faut que je le répartisse, évidemment, parce que là, c'est un combat, donc je sais pas trop sur qui je tire. Je vais lancer 2 dés. Du coup, sur un résultat pair, ce sera Igor, et sur un résultat impair, ce sera la ghoul. Impair et impair. Mince. Peut-être que je viens de libérer Igor. C'était peut-être pas une bonne idée. Bon, les dégâts du fusil à pompe, à plus de 6 pas, c'est 2. Donc, du coup, l'armure de la ghoul passe à 2. Donc, 2 ou moins. Et alors, il y en a un qui réussit, parce que le 1, c'est bon, c'est réussi. Le 3, par contre, échoue, donc elle perd 1 point de vie, elle a qu'un point de vie, donc elle est mise hors de combat. Si elle avait survécu, elle aurait encaissé des marqueurs sonnés, des marqueurs pin, qui fait que elle aurait eu plus de mal à se défendre et à agir. Donc, le joueur militaire, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement essayer de me dérouiller la gueule, parce qu'il y a Taya qui n'a pas encore joué, donc s'il peut au moins lui mettre un jeton pin, ça l'arrange beaucoup. Il a toujours 3 de firepower, il va viser et tirer, donc là, 6 ou moins, il me touche, mais il y a un obstacle sur la voie, parce qu'elle est derrière, à couvert, et du coup, on revient à 5. Donc il y a un 5 et un 1. Ensuite, j'ai +1 à ma valeur d'armure, parce que je suis derrière une barrière en béton. Le fusil d'assaut a une caractéristique de dommage de 1, qui va donc être annulée par la barrière, hein, donc encore du 5 ou moins. Donc, 3, c'est réussi. Par contre, 8, c'est raté. Donc il y a une touche qui est réussie, parce que celle-là, je ne l'ai pas sauvegardée, et une touche qui est encaissée par mon armure. La touche qui est encaissée par mon armure, je dois faire un test de volonté.
pour savoir si j'ai pas envie de me mettre à couvert ou un truc comme ça. Donc là, je vais faire un test de volonté, ma volonté est à 5, il faut que je fasse 5 ou moins, mais j'ai plus 2 parce que je suis à couvert. 1, c'est réussi. Si j'avais raté, je prendrais un jeton pin. On va voir tout de suite ce que c'est que les jetons pin, parce que le jet qui n'a pas été sauvegardé, lui me fait perdre un point de vie. Et j'en ai qu'un des points de vie. Du coup, ça m'arrange pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le medikit qu'elle transporte sur elle. Ça fait partie de son équipement, donc on peut acheter les medikits, qui sont d'ailleurs très importants, parce qu'on n'a qu'un point de vie. Ça me permet d'ignorer une blessure, mais en revanche, je gagne 2 pions de pin. Du coup, bah, elle a deux pions que va falloir que je me débarrasse avant qu'elle puisse agir. Ça tombe bien, c'est à elle de jouer. Le problème, c'est qu'elle a 2 actions, elle a 2 jetons pin, et on ne peut rien faire tant qu'on a des jetons pin, à part l'action ralliement. L'action ralliement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève un jeton pin. Du coup, bah là, je vais pouvoir dépenser mes 2 actions pour enlever mes 2 jetons et ne rien faire d'autre. Voilà, donc en fait, en me tirant dessus, eh bien, il va bloquer mon tour. C'est une mécanique importante du jeu, et évidemment, les jetons pin donnent des malus en corps à corps et des bonus quand on se fait tirer dessus parce que bah, on se cache derrière les fourrés, derrière un, voilà, non, je rampe, ah non, je suis un arbre, machin, enfin, bref, tu t'imagines ce que tu veux, mais t'as des bonus quand on te tire dessus, ce qui est plutôt pas mal en soi. Ensuite, bah, c'est le tour de Vladimir. Vladimir, il est au corps à corps, du coup, il peut pas tirer, il doit utiliser son couteau pour essayer de se battre contre la goule. Alors là, au corps à corps, ça va être un peu différent du tir, c'est-à-dire que les 2 participants vont se taper dessus mutuellement. Et là, on peut s'entretuer, potentiellement, c'est assez rigolo. La goule a une capacité de combat de 5, Vladimir a une capacité de combat de 5 également, donc on va dire que la goule a le dé doré et Vladimir a le dé bleu. Donc c'est 5 ou moins pour les 2. Alors, Vladimir avec son dé bleu, bah, c'est raté, hein, clairement. La goule, elle, par contre, elle a réussi. Donc Vladimir doit faire son jet d'armure, à -1 parce que les damages de la goule, c'est 1. 3, c'est réussi. Là, par contre, il n'y a pas de jeton pin, parce que, bah, tout simplement, on est au corps à corps, c'est différent. Il faut savoir que s'il avait réussi son jet d'attaque, eh bien, il pouvait décider de l'utiliser pour parer le jet d'attaque réussi de son adversaire, parce que c'était son tour actif. Maintenant, c'est au tour actif de la goule. La goule va continuer à essayer de manger Vladimir. Bon, par contre, là, il n'y a rien qui touche, donc bah, il continue à se mettre sur la gueule, et comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt ou qui s'enfuit. Si on veut s'enfuir du corps à corps, c'est assez simple, il suffit juste de laisser l'autre faire une attaque gratuite quand on veut se déplacer, et si on est encore en vie, eh bien on peut se déplacer tout simplement. Nouveau tour, donc là on va continuer à se battre, etc. etc. Imaginons que la goule soit morte, parce que pour X raisons, et que moi par exemple je décide d'aller voir ce qu'est le trésor. Donc là je me mets en contact, je prends 2 actions pour fouiller le trésor, et je lance un des 6, ça me dira de quoi il en retourne. Donc là j'ai fait un 2, je consulte la table du loot, 2, dans la zone de menace 1, et bien ça me donne 350 dollars, roubles, enfin bref ce que vous voulez, 350 pièces d'or, hein, en fait, pour acheter des trucs au marché quand j'aurai fini la mission. Dernière petite mécanique avant de passer à la conclusion de cette vidéo, c'est la mécanique du lancer de cailloux, hein, enfin ce qu'on appelle du bolt toss dans le jargon du jeu. Tout simplement, quand il y a un point d'intérêt, donc un hotspot sur la map, on peut, au lieu de s'en approcher pour faire popper les trucs quand on approche, lancer un caillou dessus pour faire sortir ce qui s'y trouve. Hein. Donc ça peut se faire jusqu'à 18 pas, donc c'est vrai qu'on a quand même assez de latitude. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut permettre en fait de déclencher un hotspot sur l'ennemi, parce que du coup, les bestioles qui vont en sortir vont être plus près de lui, du coup vont l'attaquer lui, etc. Donc il y a quand même 2-3 mécaniques intéressantes sur la gestion de la table qu'il faut prendre en compte, et sur ça je trouve ça plutôt malin. Alors maintenant, quel est le but du jeu? Et bien tout simplement, ça dépend de votre objectif. Mais imaginons que par exemple, là, on ait dit que ce bâtiment-là, c'est un laboratoire dans lequel il y a peut-être des informations sur un remède pour soigner les zombies ou les ghouls, voilà, du mal qui les ronge, etc. Une fois que j'ai trouvé ces informations, ça m'indique peut-être quelqu'un qui pourra fabriquer ce remède, je sais pas, un certain Didier R, au hasard comme ça, hein. Et puis dans le scénario suivant, on se rendra compte qu'en fait il n'est pas du tout capable de réaliser ce remède, et puis voilà, en fait il faut créer sa narration avant de voir l'aspect tactique, gameplay, machin truc, parce qu'en fait sinon effectivement ça a, je pense, beaucoup moins d'intérêt.
Donc on va avoir un certain nombre de tours pour accomplir l'objectif qu'on s'est fixé, récupérer du loot entre-temps. Si on subit des pertes, et ben à la fin, évidemment, il y a des trucs pas très cool qui se passent, il y a des blessures graves, des machins. Ensuite, on rentre au marché, on revend les trucs qu'on a trouvés et on achète de l'équipement pour pouvoir affronter des monstres un peu plus, voilà, un peu plus violents. Et puis, au bout d'un moment, on va arriver à un point où soit notre bande est décimée et on peut plus rien faire, soit elle est vraiment trop forte, et là, il faut de toute façon passer à une autre bande, parce que c'est pas marrant si c'est trop facile. Le bouquin donne plusieurs manières d'atteindre cet objectif, donc de retraite, de mettre à la retraite sa bande. Donc il y a un objectif monétaire, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a accumulé tant de blé, eh bien, on peut se payer des vacances aux Seychelles jusqu'à la fin de notre vie, et c'est très cool, et puis comme ça, bah voilà, on peut passer à un autre gang, par exemple, sachant qu'il y a évidemment différentes factions qui donnent des bonus, des malus, des machins, d'accès à des équipements spéciaux, etc. Sachant qu'il y a évidemment de l'expérience, les rookies, les bleusailles, elles restent pas bleusailles toute leur vie, si elles survivent suffisamment longtemps à la zone, et bah forcément, elles vont gagner en expérience, elles vont gagner en caractéristiques. Voilà, après ça c'est la mécanique standard du jeu façon jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on améliore ses troupes, on améliore son petit contingent, et puis on vit des aventures palpitantes et extraordinaires qu'on pourra raconter ensuite à ses amis autour du feu de camp, enfin l'année prochaine du coup, parce que là du coup forcément en termes de feu de camp, bon d'une part c'est pas la saison, et puis ensuite bah, c'est pas la saison hein, tout simplement. Donc voilà, grosso modo on a fait le tour de Zona Alpha. Alors, qu'est-ce que j'en pense après les quelques tests que j'ai fait en solo? C'est un jeu de bac à sable qui ne conviendra pas à tout le monde, mais qui conviendra à ceux qui veulent raconter des histoires et s'inventer des aventures dans la zone de... je sais plus comment je l'ai dit tout à l'heure, la zone d'exclusion, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo est suffisamment qualitative en termes de son, en termes d'image pour vous. Je suis désolé, le setup est pas, voilà, pas forcément idéal, je le sais bien, mais j'essaye de faire de mon mieux pour vous proposer le maximum de qualité que je peux faire actuellement. Donc passez une bonne semaine, prenez soin de vous, on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Qu'est-ce que je vais faire de ça du coup? Je vais caler une table, pas besoin. Un presse-papier éventuellement? Ouais. Ou je sais, un dessous de plat. Ah ouais, pas mal ça. C'est bien épais, ça va bien absorber la chaleur.